Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'appelle, d'une formule qui est peut-être pas très juste politiquement, mais c'est la dernière forfaiture La de France la Afrique. France-Afrique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes sur Newpol. Nous sommes reçus aujourd'hui par Guy Laberty, qui nous reçoit dans le cadre de la sortie de son livre. Mais au-delà de la sortie de son livre, c'est une émission hommage que nous voulons faire à un personnage politique qui est des plus atypiques. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour tous ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de Balzac, et Balzac s'intéresse beaucoup plus aux personnages qui sont au cœur de l'histoire, qui voient l'histoire bouger. Et M. Laberty est de ceux-là qui voient l'histoire en mouvement et ils savent le raconter. Nous avons d'abord fait la visite du lieu. Il nous a raconté son parcours à travers ce qu'il a collectionné. Il a un rapport particulier à l'Afrique. Il nous parlera de l'Afrique aussi. Donc au cours de ces entretiens, nous parlerons de l'Afrique, de comment il voit l'Afrique, de comment il voit les mouvements actuels au niveau de l'Afrique, de comment il a découvert l'Afrique et comment il a parcouru l'Afrique. Avec lui, on posera la question de ce que c'est que l'identité. On posera aussi la question de ce que c'est que le socialisme d'aujourd'hui, ce qu'il fut et ce qu'il sera demain, l'avenir du socialisme en l'occurrence. Notamment, je pense il n'aime pas le mot gauchiste, donc on lui posera la question de ce que c'est que le mot la gauche. Et donc c'est la sortie de ce livre, un livre très très beau. Pour ceux qui connaissent François Mitterrand avec le grain et la paille, c'est un mélange de François Mitterrand dans le grain et la paille et de Thucydide qui à chaque fois qui raconte les événements mais qui veut chercher à donner un sens aux événements. C'est un peu l'historien Thucydide au commencement de l'histoire avec les bases de l'histoire en fait. C'est pour ça que ce texte est très intéressant. Il est très riche, on reviendra là-dessus. Il n'y a pas que ça, j'ai aussi eu, dans la préparation de cette émission, j'ai parcouru ces livres aussi, sur la Côte d'Ivoire. Adieu, Abidjan-sur-Seine. On nous retrouve des croisements entre entre ce livre qui est là et celui-là. C'est très intéressant aussi. C'est très bien écrit, avec un style simple, à la façon des Grecs. Hein. Nous, les Grecs, nous chérissons la beauté dans la simplicité, comme dit Périclès, c'est écrit comme ça. Tout est utilisé tout est fait exprès avec des mots concrets, c'est très factuel. Il y a de la poésie qui s'y dégage, mais tout est historique et tout est bien fondé tout est factuel, ça fait que c'est très agréable à lire. Et puis ensuite, en tant qu'acteur profond, il y a ce texte aussi, sur la Côte d'Ivoire toujours. Et je pense que j'ai beaucoup appris sur la politique ivoirienne en l'occurrence. Et c'est sur le sentier de la paix en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc je pense que à ce moment-là, bon, on reviendra là-dessus avec M. Laberty. Donc, M. Laberty, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, avant de commencer, je crois que je vais vous tutoyer parce que je pense que je me suis mis à mon aise chez vous. Non, mais c'est Voilà. très bien. Donc, Il n'y je a vais te pas de tutoyer. problème. Voilà, je Je vais ne te suis pas tutoyer. très protocolaire. Exactement, je l'ai compris et je te remercie pour l'accueil. Oui, merci. Et, Et merci pour l'introduction. et voilà. Le titre a été suggéré par ton éditeur. Oui, Donc, avant de rentrer dans le contenu, je voudrais vraiment qu'on parle du titre. Pourquoi anticolonialement vôtre? anticolonialement vôtre, effectivement, le titre a été suggéré par l'éditeur parce qu'il disait, bon, Guy Laberty, c'est un nom qui est surtout connu dans le monde politique, même si par ailleurs je m'intéresse beaucoup à la culture, la musique et la poésie. Et bon, j'avais en fait proposé un titre qui était plus un titre de roman. Et donc, anticolonialement vote, parce que je m'aperçois au fond que d'abord à travers mes premiers engagements, j'ai été très lié à des mouvements indépendantistes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Ça, c'est les années 70, vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps. Et également, nous percevions, enfin dans ma vision, parce que je suis un peu un enfant de 68, que les indépendances africaines étaient, comme le disait la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, des indépendances formelles. Ouais. C'est-à-dire qu'après est apparu le terme de néocolonialisme. Mm. Donc, si vous voulez, si tu veux, je voyais un petit peu ces luttes un petit peu sur le même plan. C'est-à-dire que l'Afrique, à travers les accords de coopération, se maintenait, je dirais, les séquelles, c'était la traduction moderne de l'ancien lien colonial. Absolument. Voilà. Donc, aussi bien à travers les mouvements progressistes africains que à travers les mouvements indépendantistes dans les départements français et aussi les colonies, enfin ce qu'on appelait les DOM et les TOM. Euh, Quand dans ma vie, je le dis d'emblée, j'ai croisé Laurent Gbagbo en 82, en 83, on avait des échanges incessants, et il m'a dit, Guy, euh, tu fais de la politique depuis 15 ans,
68-83, tu es dans les comités de soutien de tous les pays du monde, mais quand on veut faire de la politique, il faut être dans un parti. Et moi, j'étais très ennuyé parce que je voulais pas aller au Parti socialiste parce que je trouvais que c'était trop mou, Mhm. comme ancien 68 et tout ça. Et donc, j'ai choisi d'aller au Parti socialiste Le unifié, PSU. le PSU, Mhm. dont la naissance même est née du désaccord de certaines forces de gauche avec la politique officielle des socialistes pendant la guerre la guerre d'indépendance d'Algérie. D'Algérie, ouais. Donc, je me trouvais à l'aise dans ce parti parce qu'il avait eu un fondement anticolonial et que d'autre part, celle qui était à la tête du PSU à l'époque, qui était Huguette Bouchardot, elle était aussi membre du gouvernement pendant sous Pierre Mauroy et après d'ailleurs. Et donc, j'étais dans cet équilibre-là. Et en fait, c'est ce qui a conduit vraiment tout mon engagement politique. Ouais. Voilà. Mais avant d'aller dans le fond, parce qu'on va rentrer dans le fond, tu as parlé de Laurent Gbagbo, tu as parlé de Pierre Mauroy, qui pour moi, parce qu'on va raconter ton histoire à travers les personnages ou les personnalités que tu as rencontrées, ça c'est vraiment la partie la plus intéressante. Mais je voudrais rappeler quand même que ce qui fait la beauté de ton texte, c'est parce que tu écris comme tu parles. Oui. Et de la même façon, là, quand je t'écoute, tu parles, c'est comme ça qu'on voit. C'est pour ça que le texte se lit facilement. Il écrit vraiment, c'est un peu comme une sorte de mélange de tradition orale avec la tradition écrite. Et du coup, ça me pose la question vraiment de ton identité. Si je voulais te poser la question, Guy, c'est Oui. quoi ton identité? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es africain? Ou est-ce que tu es franco-africain ou france-africain? Je ne sais plus. Ah, Parce que quand on te lit, c'est... je vais. Bon, évidemment, à l'âge que j'ai, il est intéressant de se poser la question de son identité. Et je suis arrivé à la conclusion qu'au fond, quand on est, c'est pas ça notre identité. Notre identité se forge à travers les gens qu'on rencontre. Tout à fait. Et donc, mon identité, moi, je me sens profondément universel. Je suis contre les communautarismes. Mhm. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, quel que soit son niveau social, quelle que soit son origine géographique, ce n'est pas du tout ce qui compte pour moi. Oui, Et donc, tout le monde n'a pas toujours été d'accord avec moi. c'est ça. Quand tu me demandes si je suis français, africain, etc., moi, je me sens d'abord comme un homme de gauche, qui place d'abord ses convictions avant sa citoyenneté. Mhm. Et j'ai eu des moments très difficiles dans mon engagement militant, en particulier sur la Côte d'Ivoire, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'appelle, d'une formule qui est peut-être pas très juste politiquement, mais c'est la dernière forfaiture De la de la France-Afrique. France-Afrique. Mhm. Et dans mon engagement, je n'étais ni blanc ni noir, je n'étais pas français ou ivoirien, j'étais un homme de gauche fidèle à ses fondamentaux. Mhm. Et je me sens vraiment, là je vais un peu plagier Amin Malouf, je partage en tout cas, comme lui le dit, ce rêve d'un monde réconcilié et d'une universalité partagée. Et il dit cela, à savoir donner et recevoir, influencer et se laisser influencer, et ne jamais humilier les autres. Et il dit une universalité partagée dont personne ne serait exclu. Finalement, c'est ce que j'appellerais un humanisme de gauche qui fait que j'ai des relations suivies personnelles, amicales, avec des gens qui appartiennent avec des forces de gauche organisées en France, que ce soit les forces communistes, les forces socialistes, le monde écologiste, etc. Mais je n'exclus pas le dialogue avec des gens qui ne partagent pas, je dirais, philosophiquement mon engagement à gauche, mais je pense que il faut avoir le respect de l'opinion de l'autre dans la mesure où elle nous enrichit. Voilà. Selon la... Et bon, ça, je tiens ce discours aujourd'hui, en 2025. Si vous m'aviez croisé en 1970, j'étais quand même un peu plus raide. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est parce que justement, mon identité petit à petit s'est forgée et je crois maintenant la définir assez bien en disant que je suis finalement
le fruit de toutes mes rencontres. Le fruit. Avec l'Afrique, avec le monde pacifique, avec les Antilles, avec l'Amérique du Sud. Moi, je suis hispanophone, je suis aussi beaucoup allé en Amérique du Sud. Et aussi avec l'Europe, je cite l'Europe en dernier. Finalement, c'est un continent que je n'ai pas... Si, je connais très bien l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, un peu l'Italie, mais j'ai effectivement un rapport un peu distant avec l'Europe du Nord, parce que ma vie s'est développée comme ça, mais voilà. Donc, pour répondre à votre question d'identité, j'espère avoir été à peu près Ouais, fidèle à ce que je suis réellement. ouais, ouais. Et tu parles de l'homme de gauche que tu es. Mhm. Et dans le fond, c'est quoi pour toi être de gauche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a Ben, un avenir possible pour la c'est ce gauche? que je viens d'expliquer. Pour moi, être de gauche, c'est d'abord, je pense qu'il faut avoir le goût des autres. Il faut avoir le goût des autres. Et quand je dis influencer et se laisser influencer, vous voyez bien Ouais, la rupture qu'il peut y avoir avec certains qui exercent le pouvoir politique en France aujourd'hui, absolument. qui se sentent submergés. Moi, je ne me suis jamais senti submergé. J'ai été en face de femmes et d'hommes qui m'ont influencé ou que j'ai pu influencer. Mais jamais de sentiment de domination ou d'humiliation. Évidemment, étant un citoyen né dans un pays qui avait un État colonial, qui avait un empire, Colonial. évidemment, je me trouve en porte-à-faux entre ma citoyenneté, si j'ose dire, et mes convictions. Parce que ce que je pense aujourd'hui, c'est que la mentalité colonialiste, elle est encore dans bien des têtes du monde politique français ou européen, consciemment ou inconsciemment. Mais elle reste toujours présente. Et j'ai ressenti ça aussi dans le monde socialiste, où j'ai eu quand même des fonctions. Mais je dis qu'à ce niveau-là, c'est quasiment pas une histoire de droite ou de gauche. C'est que fondamentalement, nous sommes des citoyens qui sommes nés dans un pays qui a été à la tête d'un empire colonial. Et disons que ça, c'est une maladie qui est difficilement curable. Ouais. Voilà. Il y a toujours encore des séquelles fortes, Oui, hein, des séquelles du système colonial. oui, oui. D'accord, c'est vrai, c'est très intéressant, mais moi, je vais revenir là-dessus. Tu as parlé de Laurent Gbagbo, tu as parlé de Pierre Mauroy, mais avant de revenir à tout ça, il y a un truc qui m'intéresse, c'est d'abord de comprendre comment tu entres dans le continent, par quelle porte tu entres Ah dans ben le continent c'est, africain. alors là, c'est très très simple. Je le décris dans le livre, Oui, j'ai alors je vu, vais ouais, vous faire mon premier chapitre s'appelle Lueur d'Afrique. c'est ça. Moi, je suis tout gosse, je vis dans un petit village du sud-ouest qui a même pas 1000 habitants. Donc, je suis un petit campagnard qui est à 40 kilomètres de Bordeaux. Et donc, à cette époque-là, on écoute la radio parce qu'il n'y a pas la télé, hein. Moi, je parle des années là, 55, 56. Et tous les soirs, on entend le mouvement des cargos qui partent de Bordeaux vers Conakry, Abidjan, Dakar, etc. C'est des mots qui excitent mon imagination, si j'ose dire. Et Oui, de surcroît, quand on va à Bordeaux, j'ai un grand-oncle qui a un magasin qui est cours de la Martinique, alors ça commence un petit peu à sentir les relents coloniaux, comme il y a le absolument. quai du Sénégal, etc., Ouais, même si récemment il vient d'être débaptisé. ouais, Et donc, ben, ce port de Bordeaux, ça me fait travailler, quoi. Et je reste, après, je viens en banlieue bordelaise et je fais mes études à l'université de Bordeaux en tant que hispanophone à l'Institut ibérique et donc et d'études ibéro-américaines. Et là, je croise un voltaïque qui arrive et lui, il a, comme on dit, il a fait mai 68 à Dakar. d'accord, ok. Et moi, j'ai fait mai 68 à Bordeaux. Bon, c'est ça. Et comme j'étais un peu agité, j'ai fait partie des étudiants qui avaient été élus par les amphithéâtres. Et donc, on avait imposé dans les commissions paritaires qu'il fallait en finir avec les cours magistraux, qu'il fallait des, des débats à partir de nos contributions, nos exposés et tout ça. Et évidemment, quand l'université a repris en janvier 69, cet étudiant qui avait été expulsé de Dakar et qui donc reprenait ses études en France, faisait des études d'espagnol au même niveau de certificat que moi, c'est-à-dire un certificat de licence. D'accord. Et donc, quand il est arrivé,
il a eu des contacts avec des enseignants qui lui ont dit, mais pour l'organisation, etc., il faut voir Guy Laberty, c'est lui. Et donc, je l'ai croisé, je lui ai expliqué un petit peu ces méthodes pédagogiques qu'on avait voulu suggérer à défaut de les imposer. Et lui, on a eu un discours uniquement universitaire. Et moi, j'étais évidemment à l'Union nationale des étudiants de France à l'époque, l'UNEF, qui a été quand même un des vecteurs du mouvement étudiant avec Jacques Sauvageau. Bon, bien sûr, il y a eu Cohn-Bendit, mais Cohn-Bendit, c'était pas l'Union nationale des étudiants de France, c'était un personnage qui après a fait une superbe carrière politique. Mais Jacques Sauvageau, qui était à la tête de l'UNEF, et donc je vais représenter l'UNEF à une rencontre du comité de liaison des étudiants d'outre-mer. Et je vois que celui qui est derrière la table et qui préside, c'est celui que j'ai connu un mois et demi avant et qui ne m'avait pas du tout parlé de ses engagements politiques. Ouais. Et en fait, c'est lui qui m'a littéralement fait basculer vers le continent africain, alors que moi, étudiant en espagnol, je faisais d'ailleurs des certificats d'Amérique latine, j'étais plus animé par presque le guévarisme que ce qui se passait en Afrique. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes connaissances avec lui, avec un étudiant togolais, où on a eu un rapport très bref, 69-70, mais qui a été très fort, puisque nous sommes encore liés, lui, qui s'appelle d'ailleurs Dominique Zoumaro, le voltaïque s'appelait Walian Noara. D'ailleurs, il a été président de la FEANF en 1972, qui est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est petit à petit que j'ai tissé tout ça. Et d'ailleurs, mon premier voyage en Afrique en 73 se fait autour de 4 pays. Le Togo, chez Zoumaro, où j'arrive, et je commence un périple en taxi-brousse qui va vers Lomé. Après, j'arrive à Cotonou. Là, il me lâche. Je continue, je remonte jusqu'à Niamey en traversant toujours en taxi-brousse tout le Bénin, enfin, qui s'appelle encore, c'est Dahomey. Ouais, Dahomey, Voilà. ouais. Et après, je vais au Niger, et évidemment, mais ceux qui m'accueillent, ce sont les étudiants ou étudiantes que j'ai connus à Bordeaux. À Bordeaux, Quoi. c'est ça, oui. Et après, je finis par la Haute-Volta, Ouagadougou, Ouais, à l'actuel Burkina Faso. l'actuel Burkina Faso, et je redescends à Sokodé, en fort mauvais état, puisque je suis rentré à Paris avec un paludisme falciparum, Ouais. et ma vie a failli être écourtée, singulièrement, Ouais. mais voilà, j'ai survécu à ce Oui. paludisme. Donc vous avez voyagé, parcouru l'Afrique en taxi-brousse. Enfin, moi, je ne sais pas c'est quoi un taxi-brousse. Je ne sais pas si tu peux définir ce que c'est que taxi-brousse et qu'est-ce que ça fait pour un Français, pour la première fois qui arrive en Afrique et qui doit parcourir 4 pays en taxi-brousse. Ah ben de toute façon, on n'a pas. D'abord, on a des moyens relativement modestes. Hein. Moi, j'ai pu payer mon premier billet en Afrique, où je suis parti d'ailleurs du Bourget. Ah, Les vols partaient du Bourget. Et c'était parce que j'avais été professeur stagiaire, donc j'avais été salarié au moins un an. Et je suis resté 2 mois. Je suis parti le 8 juillet, je suis rentré le 5 ou 6 septembre. Et donc, pour voyager dans le pays, à l'époque, un taxi, on va à une gare routière. Alors, le premier truc qu'on apprend, c'est que d'abord, oui, d'accord, vous avez une place, mais une fois que vous avez acheté votre place, le taxi, il part pas. Il faut attendre qu'il soit plein, etc. Et comme moi, j'ai fait cette première expérience en saison des pluies, il m'est parfois arrivé de payer ma place à 8h30 du matin, tout content d'avoir ma place, et d'attendre 16 heures pour que le taxi parte et qu'on ne fasse que 60 ou 70 km parce que la nuit tombait. Bon, mais je crois qu'il faut. J'ai découvert aussi l'Afrique comme ça, et bon, c'est là qu'on découvre que on peut survivre en mangeant des bananes ou des œufs et puis des brochettes. Bon, plus elles sont pimentées, plus vous êtes sûr qu'elles sont grasses dessous parce qu'on met le piment pour empêcher qu'on voit trop la graisse. ouais, c'est ça. Voilà. Déjà, c'est ça qui est intéressant dans le récit que tu fais de ce voyage en Afrique. En fait, c'est un regard sans a priori, sans préjugés. Quand même, pour l'époque, c'était quand même assez rare. Oh, ça, je m'en rends pas compte parce Oui, que pourtant, bon, franchement, c'est pas mon truc. Je sais que j'ai eu une horreur des Français que j'ai croisés au campement de Tenkodogo.
Tenko Dogo, c'est au Burkina C'est Faso. au Burkina Faso, donc c'était la Haute-Volta. J'arrive à ce qu'on appelle un campement, c'est-à-dire, bon, on a les chambres, c'est assez spartiate quand même, Mhm. et je tombe sur eux au bar, évidemment, et ils tiennent absolument à ce que j'aille dîner chez eux. Alors que la ville est très peu éclairée à l'époque à Tinkodogo, voilà, ils m'invitent à manger, alors je suis très choqué parce qu'ils appellent, ils disent beurre, fourchette, cuillère, et hop, il y a le boy, puisque c'est l'appellation traditionnelle de celui qui sert, qui Ouais. arrive en courant, qui porte la cuillère, la fourchette, le bol, le truc, enfin un truc, moi je suis hyper mal à l'aise. Je ne pense qu'à une chose, c'est de partir, et dès Ouais. qu'on a fini de manger, je veux partir. Ah mais non, on va jouer à la pétanque. Et à ce moment-là, ils allument des projecteurs. Alors que la ville n'est pas éclairée, Ouais. et nous, bon, et en plus, moi, je suis très myope, alors la pétanque, ça m'intéresse pas du tout. Je voyais même pas le cochonnet par rapport au sable et tout ça. Ouais, tout ça, ouais. Donc ça, mais là, bon, pour moi, c'est un choc. Pas. Effectivement, on peut dire qu'on est dans une néocolonie. C'était, je dirais même, c'était une caricature, quoi. Ouais. Donc, moi, si vous voulez, mon originalité, c'est que j'ai eu un parcours politique avec l'Afrique, mais une Afrique que j'ai découverte par les Africaines et les Africains. C'est ça qui est beau. Moi, j'ai jamais fait de coopération. Je ne jette pas la pierre sur ceux qui ont eu un rapport avec l'Afrique à travers la Caisse centrale de coopération économique qui est aujourd'hui l'Agence française de Le développement. développement. Hein. Bon, chacun a sa vie, a son parcours, mais moi, j'ai jamais voulu être coopérant en Afrique. Pourquoi? Bah parce que je sentais ce rapport. Comme ça, c'est une des phrases de De Gaulle que je partage. Une main qui donne C'est la mer qui domine. est une main qui domine. Absolument. Et vous savez que bon, le retour, que ce qu'on disait toujours, elle donnait pas tellement que ça et elle recevait beaucoup. Beaucoup plus. C'est là qu'est l'imposture coloniale. Absolument. On vous dit, bon, bah, c'est la fameuse œuvre civilisatrice de Jules Ferry, Ouais, etc. Même Victor Hugo y a un peu succombé ouais, aussi. bien sûr. Mais on ne peut pas non plus reprocher aux gens de ne pas penser au 19e siècle comme on peut penser au 21e. Mais enfin, bon, moi j'ai récemment fait une chanson que j'ai intitulée Les Imposteurs. On parlera, Parce que, on parlera de ton côté musicien tout à voilà, l'heure. Ouais. parce que bon, le monde civilisateur est en réalité un monde d'imposteurs. Parce Oui, bien que sûr. On est il ne d'accord. civilise pas du tout, Bien sûr. il reçoit beaucoup plus qu'il ne Il donne. civilise, ouais. Donc en fait, donc l'Agence France de développement, en fait, cette caisse de coopération dont tu parles, en fait, c'était un prétexte pour pouvoir continuer à piller le continent africain après avoir donné Bon, moi j'ai animé une africain. revue qui s'appelait Libération Afrique. Mhm. Alors c'était certes une revue d'extrême gauche, mais je me souviens qu'on en faisait des fiches cuisine. Ce qu'on appelait les fiches cuisine, c'était sur les grands groupes français ou etc. Et on avait fait une fiche cuisine sur c'était encore la Caisse centrale de coopération économique, je crois, enfin qui est devenue après la caisse, la CFD puis la FD. Et on avait mis la banque de l'impérialisme. Alors c'était un petit peu très engagé idéologiquement et très clair. Bien Voilà. sûr. Ah, c'est très... Oui, 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 parce que moi, ce qui me... Notamment si je prends à côté de ça, parce que comme je lis les textes, comme je lis des textes de façon croisée, quand je pose anticolonialement vôtre et je reprends Adieu Abidjan-sur-Seine, au-delà du fait qu'on sent que tu as bien compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, on va maintenant entrer dans le détail. Mais avant de rentrer dans le détail, avant de parler du fait que, de raconter l'Afrique à travers les hommes et les femmes que tu as rencontrés, avant de venir aussi à la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que tu as un lien particulier avec la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui est un ami de longue date. Que j'ai connu quand il était très très loin d'être président. Peut-être loin C'est d'être surtout président. ça- C'est surtout ça qui est intéressant. Oui. Parce que- Mais je voudrais aborder ce petit côté, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, en amont de l'émission, en commençant l'émission, j'ai dit que c'est une émission hommage que je voudrais personnellement sur Newpol faire pour toi, Oui. parce que tu es un personnage particulier, singulier, original, c'est ça qui m'intéresse. Et je voudrais que peut-être que la jeune génération qui nous découvre aujourd'hui, qui ne fait plus la politique de la même façon Mhm. que toi, voilà, à ton époque, qui pense que la politique, c'est forcément la conquête du pouvoir nécessairement, alors qu'on peut être un très grand politicien sans forcément conquérir le pouvoir. C'est ce que j'ai adoré énormément, parce que je vois
un homme qui fait de la politique au sens aristotélicien du terme. Donc, je veux dire au sens d'Aristote, du philosophe Aristote. Pas forcément la conquête du pouvoir, mais c'est comment on participe depuis là où on est à arrondir les angles, à faire en sorte que la cité aille bien. Et c'est ça, vraiment, qui fait ta singularité, Guy. Et je pense que sur ce point-là, il faut qu'on le révèle. Et je pense que ton livre Anticolonialement Vôtre le révèle. C'est là de faire de la politique et ne pas réduire la politique à la conquête du pouvoir politique, ce qui, malheureusement, à cause du système représentatif, a conduit beaucoup de personnages politiques à confondre l'enjeu véritable de la politique. Et je te remercie d'avoir ouvert mes yeux sur cette façon de faire la politique. Mais avant de rentrer dans l'Afrique racontée à travers les personnages, parce que et Dieu seul sait que tu as raconté des personnages africains, hein, de Thomas Sankara à Blaise Compaoré, au Burkina Faso, à des personnages togolais, béninois, l'ancien Dahomey, à Laurent Gbagbo, on reviendra surtout sur tout ça. Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice. Agissez maintenant. On va parler de ton côté musicien d'abord avant de rentrer dans les textes, surtout. Ah d'accord. Bon bah oui. Le goût de la musique. Moi, bon bah, d'ailleurs je le dis dans le bouquin, Oui. quand j'ai 17 ans, bon, comme beaucoup d'adolescents, de préadolescents à 12-13 ans, on fait ses poèmes comme ça. Bon, d'abord, j'ai eu la chance, bon, moi je suis d'une fratrie, on est 4 frères, et je suis le plus jeune, donc aujourd'hui je peux dire le moins âgé, puisque nous nous étalons entre 75 et 89 ans. C'est ça. Alors, donc, j'avais un de mes frères Claude, qui m'a beaucoup influencé sur le plan culturel, quoi, qui m'a fait découvrir Rimbaud quand j'avais 13 ans, Rimbaud, 14 ouais. ans, et donc, bon, ben oui, qui a pesé sur qui m'a marqué en tout cas, et y compris professionnellement, puisque lui-même était instituteur sorti de l'école normale, mais moi, il me voyait plus d'ambition pour moi, il me dit, mais j'avais été reçu au concours d'école normale, mais il me dit, surtout n'y va pas, parce que tu ne pourras pas poursuivre tes études à l'université, parce que c'était très réglementé à l'époque, Ouais. il fallait être quasiment major pour pouvoir continuer, et si tu veux être prof de lycée, il faut continuer, il ne faut pas passer par l'école normale. Alors donc, il m'a marqué culturellement, aussi dans mon engagement professionnel, et moi, quand j'ai 16-17 ans, oui, j'ai écrit des poèmes, d'ailleurs, je les ai retrouvés il n'y a pas très longtemps, et je voulais être chanteur. Et à tel point que même quand j'ai 17-18 ans, il y a un cabaret qui se monte à Bordeaux, qui s'appelle l'Onyx, qui était des rue Camille Sauvageau, qui existe toujours, mais il est ailleurs maintenant à Bordeaux. Et je fais des auditions, mais là, à ce moment-là, je joue du piano, parce que j'ai fait 3 ans de piano quand j'étais interne au lycée de Talence. Et bon, je me débrouillais. Bon, je n'ai pas été retenu, en tout cas, au cabaret. Et puis, très vite après, 68 est arrivé. Et puis, bah, j'ai essayé de faire des chansons jusqu'à 19-20 ans. J'en avais à peu près 25 dans ma besace, 25-30 chansons. Mais j'étais complètement happé par l'engagement politique. Et j'ai laissé tomber ça. Et je ne suis revenu à cela que beaucoup plus tard, en 2011. Ouais. Et là, bah, j'ai eu aussi la chance de croiser en 2016, quand j'étais adjoint à Vitry, Franck Ballier, qui est un directeur musical de grande qualité, qui a récemment été le directeur musical de tous les événements musicaux du 80e anniversaire du débarquement. Ouais. Voilà. Et Franck, bah, on s'est connus à Vitry, d'abord au plan local pour faire justement ce projet de musique pour tous, comme quoi on a quand même toujours la musique comme lien social en commun. Et puis finalement, je lui ai montré mes textes, je lui ai dit j'avais fait de musique, et puis
on a fait un premier CD, et puis après il a eu un projet beaucoup plus élaboré musicalement à travers un deuxième disque. Là récemment on a fait 4 dernières chansons bon, qu'on mettra sur des plateformes, mais j'ai pu après, enfin dans mon premier disque, j'ai enregistré en 2019 une chanson dont j'ai écrit le texte en septembre 65. Ouais. Et donc j'ai fait la musique avant 68, Ah ouais. puisque je sais que dans la fac de lettres de Bordeaux, quand elle était occupée, sur des pianos un peu désaccordés qui étaient dans la fac, je chantais cette chanson-là au piano. Ouais, Voilà. c'est ça. Et c'est justement, ça confirme le fait que ta conception de l'universalité ou de l'universalisme, ça n'est pas forcément. C'est exactement comme tu dis si bien, c'est la somme de tes rencontres. Absolument. Et c'est surtout aussi comment tu réduis pas ta vie à une obsession. Alors, par rapport à la question de pouvoir tout à l'heure que tu posais, moi je vais apporter une petite nuance. Ouais. Effectivement, je me souviens d'ailleurs, Laurent Gbagbo m'avait dit quand on fait de la politique, il faut être dans un parti, parce que le parti est le moteur de la conquête du pouvoir. Et alors, ça en soi, c'est vrai, mais le pouvoir pourquoi? Si c'est le pouvoir pour gérer le monde tel qu'il est, moi, le monde tel qu'il est, il m'intéresse pas. Enfin, c'est pas qu'il m'intéresse pas, je suis obligé de vivre dans cet univers-là, mais j'ai une volonté de transformation et de le changer. Donc moi, la politique ne m'intéresse dès lors qu'on l'exerce à un très haut niveau pour pouvoir changer les choses, Bien sûr. pour les transformer. Et évidemment, les transformer avec ce fameux goût des autres, à savoir non pas l'accumulation des richesses par un petit nombre, mais au contraire une répartition des richesses d'une autre nature, beaucoup plus égalitaire, etc. Donc, bon, là, je fais de la politique grosso modo, si je veux dire. Je sais bien que mes concepts ne sont pas particulièrement rigoureux, mais c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Et donc, quand j'ai adhéré au PSU, c'est un parti très étrange parce qu'au fond, la majorité des militants du PSU, ils n'étaient pas très intéressés par le pouvoir. Mais ils avaient une influence sociale très grande. Et tous les leaders de la gauche de gouvernement, presque tous les leaders de la gauche de gouvernement sont passés par le PSU. Ah ouais. Sauf François Mitterrand, parce que le PSU ne lui a jamais pardonné sa politique pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Mais regardez le nombre de premiers ministres qui sont passés par le PSU. Mauroy, il est passé? Mauroy, non. Mauroy, il vient, lui, de la SFIO. D'accord. Bon, Pierre Mauroy, c'est toute une autre histoire, évidemment, si on commence à parler de Pierre. Moi, je vous ai parlé de Pierre Mauroy parce qu'il a doublement marqué ma vie, parce que quand il est devenu président d'Internationale Socialiste en 92, pour des raisons il m'a choisi comme étant celui qui suivrait le continent africain. Oui. Et il nous apporterait des conseils. Et d'ailleurs, le comité Afrique qui a été monté avec des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui sont devenus des chefs d'État. Moi, mon premier repas au Congrès de l'Arche, quand il y a le repas international, moi je suis à la table de... Alors, Laurent Gbagbo est d'ailleurs à la table d'honneur déjà, avec Kizerbo, etc. Ah, Joseph Kizerbo. Oui, Joseph, oui. Parce que du Burkina Faso. Oui, oui. Et moi je suis à la table je suis entre Alpha Konaré et Alpha Condé. Alpha Konaré va devenir président du Mali 6 mois après, et Condé, qui d'ailleurs, très sûr de lui, avait dit « Oh, nous, on n'est pas à la table d'honneur, mais de toute façon, on sera président avant ceux qui y sont. » Mais il est quand même arrivé à être président, mais quand même 10 ans après Laurent Gbagbo. Ben oui. Ouais. Et d'ailleurs, ils étaient ici dans cette pièce en 2004, quand Laurent Gbagbo, chef d'État, est venu passer une soirée. C'était le 6 février 2004. Ah, intéressant. Et Alpha Condé était présent. Ah oui, voilà. Donc, oui, parce que ça c'est la fameuse pièce. C'était deux personnages totalement différents, antinomiques, bon, mais avec effectivement le pouvoir comme moteur, pouvoir transformateur. Alors je laisse à l'histoire de juger, ouais. jusqu'où ça a été. Oui, en tout cas, moi, je suis arrivé à l'âge où je ne juge plus les gens. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je me souviens que dans Adieu, Abidjan-sur-Seine, Oui. Tu as soulevé des moments, des projets de transformation de la société ivoirienne par Laurent Gbagbo.
Tu as parlé de l'assurance maladie, Oui, tu as parlé de la décentralisation. D'ailleurs, absolument. je pense que je te dois d'avoir compris la vision de la décentralisation chez Laurent Gbagbo. Je te remercie. Oui. Donc, tu peux juger que c'était vraiment, au fond, il avait envie de changer la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Ah oui, en 2000, certainement. quand il est arrivé. Bon, Certain- Et c'est maintenant, bien, et c'est bien pour ça que la France et puis le monde occidental ne pouvaient pas considérer que ce personnage soit président d'un État dont c'était ça, un des États, c'était l'État d'Afrique de l'Ouest où les intérêts français étaient les énorme. plus forts, Ouais. étaient énormes. Mm. Et donc, tant que Laurent Gbagbo était opposant, à la limite, on pouvait comprendre que, oui, s'il était victime de la répression, on pouvait faire un petit communiqué, mais enfin, il fallait quand même pas aller trop loin, hein. Ouais. Et moi, je peux vous dire qu'au début, quand j'entre au PS en mars 91, bon, on m'a mis directement au secrétariat international. J'ai fait ma première réunion le 2 mai 91, alors que j'avais adhéré au mois de mars, et on m'a dit, Guy, tu t'occuperas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. C'est pour ça que je vous parle de Laurent Gbagbo et de Alpha Condé. Bon, Alpha, je ne connaissais que de nom. Je l'avais croisé une fois par hasard en 73. Bon, Laurent Gbagbo, on se connaissait déjà en 90, bien sûr, puisqu'on avait déjà 8 ans de compagnonnage politique. Et je me rappelle que le secrétaire international de l'époque du PS était laissé plus volontiers passer des communiqués de soutien à Alpha Condé, dont il avait été d'ailleurs un ami, que par rapport à la Côte d'Ivoire, qui était... Parce que la Côte d'Ivoire, c'était un enjeu énorme. Énorme, ouais. Et même pour des Français de gauche, il fallait pas trop toucher. Puis il y avait l'image d'Houphouët-Boigny, Qui est associé. qui était, oui, alors, bon, mais c'est Mitterrand qui est président. Ouais. Et Mitterrand, il a été co-ministre avec Houphouët-Boigny pendant la 4e République. Absolument. Ouais. Houphouët-Boigny a été quand même ministre d'État. Oui. Bon, ça, les gens, il faut pas oublier cette histoire-là. Ben oui. Donc, elle a hanté tous les esprits de gauche mitterrandien. Ouais. Moi, je me souviens une fois qu'il y a eu une rencontre entre Lionel Jospin et Laurent Gbagbo que je situe vers 1995. Jospin, Jospin. Jospin, oui, Ouais. Jospin. C'est d'ailleurs au domicile de Lionel Jospin et ils ont un échange extrêmement franc. D'abord, je pense que, excusez-moi l'anecdote, mais je crois qu'elle est significative. On arrive chez Lionel Jospin et Lionel dit président, puisqu'il était président du FPI, je vous fais un café? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, et puis, je vois encore les yeux de Laurent Gbagbo étonnés de voir Lionel Jospin partir dans sa cuisine et aller faire le café et revenir avec une cafetière, alors que je dois dire très, très objectivement que quand j'ai fréquenté des personnalités politiques africaines, je ne les ai pas vus souvent aller faire le café eux-mêmes, Ben oui. alors que Lionel Jospin C'était la différence. était quand même un homme qui venait d'affronter Chirac Ben oui. pour la plus haute marche, qui Ouais. avait fait 47,5%. Quand vous allez chez lui, il vous invite là. Bon, moi, je ne suis pas à ce niveau-là, mais je fais moi-même mon café Oui. quand j'ai des invités. Oui. Alors, bon, ça, c'est un détail. Mais après, dans la discussion, Lionel Jospin a dit à Laurent Gbagbo, moi, quand j'ai été premier secrétaire du Parti socialiste en 81, donc, lui, il a été juste un tout petit peu avant l'élection de Mitterrand, puisqu'il a pris la premier secrétariat en décembre 80. Il m'a dit, j'ai eu des pressions immenses pour que le PS s'entende bien avec le PDCI. Ah Et ouais. Lionel Jospin a fait beaucoup de résistance. Et il a dit, moi, j'ai connu physiquement Houphouët-Boigny lors du bicentenaire de la Révolution française, c'est-à-dire en 1989, quand j'étais ministre de l'Éducation. Et il a dit, moi, je ne suis pas de cette fratrie de la 4e République. Je ne suis pas de cette Fratrie de la 4e Il veut dire République. quoi par là? Eh bien, il dit, 4e République, Mitterrand, Houphouët sont ensemble. Ah ouais, ben oui, d'accord, oui, je comprends. Et donc, il a toujours eu un positionnement rigoureux là-dessus, quoi. Mm. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas étonnant que la personnalité avec qui j'ai eu des rapports politiques le plus forts, je dis bien des rapports politiques, pas humains, moi je ne suis pas de la même génération que Jospin, il est de 38, moi, de Ouais. 37, moi je suis de 49, bon, Bah oui. déjà 12 ans ça fait beaucoup d'écart, Mm. et pas du tout pas du même monde, mais c'est certainement l'homme d'État dont
dont j'ai eu le plus de l'oreille. D'accord. Et d'ailleurs, je dois dire que quand il a fait son seul voyage politique en Afrique en tant que Premier ministre en allant au Maroc, Mali, Sénégal, Mali, j'étais dans ses 3 invités personnels. Ce D'accord. qui est quand même une marque de reconnaissance Ouais. bon, qui m'honore tout à fait. Je peux en parler, puis ça se passait en 97 et je ne l'ai pas oublié 28 ans Oui. plus tard. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, enfin, une anecdote. C'est Oui. pourquoi moi j'ai beaucoup aimé te lire, parce que ce sont des anecdotes qui ne nous permettent pas, ne nous font pas seulement voyager, mais nous permettent de découvrir la psychologie des gens. Tu racontais l'anecdote de Jospin qui fait du café pour Laurent Gbagbo, qui est étonné, ce qui est tout à fait vrai. Moi, j'ai été reçu une fois au Sénégal par une personnalité très importante du Sénégal, et je me suis fait moi-même le café alors que j'étais invité chez lui. Donc, et ça, c'est très révélateur des mentalités. C'est Oui. pour ça que j'aime lire, parce que, et il y a quelque part aussi dans le texte que je lisais, dans un de tes textes qui est très beau, là, on va rentrer dans le vif du sujet, tu rencontres Blaise Compaoré, et tu racontes en fait cette histoire où Blaise Compaoré te dit en fait qu'il aime beaucoup Laurent Gbagbo, il a beaucoup d'affection pour Laurent Gbagbo, sauf que pour lui, c'est Alassane Ouattara qui doit être président de Côte d'Ivoire. Et c'était à Ouagadougou que tu le rencontres. Ça s'est passé le 15 août, j'ai un souvenir. Je l'ai écrit dans le livre d'ailleurs. Ouais. C'est pas un secret d'État. C'est un Et secret je pense d'État, que Blaise Compaoré l'a lu depuis. Il l'a lu sans doute. Et effectivement, parce qu'il me dit, toi, tu sais que je suis un ami de Laurent. Alors c'est vrai que quand Laurent Gbagbo est dans l'opposition, il y a des rapports entre le FPI et Blaise Compaoré, qui passe beaucoup d'ailleurs par celui qui après a été président de l'Assemblée nationale, Arsène Bonissandier, ouais. à qui je rends hommage, il nous a quittés Ouais. en Et 2024, qui, je en pense, janvier. était l'intermédiaire entre Thomas Sankara et Laurent Gbagbo, si je ne me trompe pas, non? Non, c'est plus compliqué que ça, parce que D'accord. Laurent Gbagbo, il est en exil au moment de Sankara. Oui. Donc il n'y a pas eu de lien. D'accord. D'ailleurs, Thomas Sankara m'a dit qu'il n'avait pas rencontré Gbagbo, mais il était intéressé. Mais je lui ai dit, j'ai pas osé contredire Sankara, mais je sais que Laurent Gbagbo a croisé Sankara au moins un bon quart d'heure dans un hôtel parisien, en marge du sommet de Vittel en 1983. D'accord. Ça, vous pourrez vérifier ça avec Laurent Gbagbo. Je sais que Sankara a croisé Laurent Gbagbo, mais je sais aussi que Sankara était très intéressé par la trajectoire de Laurent Gbagbo. Parce qu'il s'opposait au grand Oufoué. Parce qu'il osait s'opposer au c'est ça. Ouais. Mais de notre côté, il faut voir qu'à l'époque, Laurent Gbagbo n'est pas du tout favorable au coup d'État militaire. Donc il y a une vraie contradiction. Il y a une vraie contradiction parce que moi, je suis allé en 84, c'est l'année où je rencontre Compaoré, parce que je fais un numéro spécial sur la Haute-Volta. C'est pas encore le Burkina, ça sera quelques mois après. Et je reviens, j'ai beaucoup de documents sonores, etc., qu'on écoute avec Laurent Gbagbo à la maison. Il y a quand même des choses choquantes, c'est-à-dire que le mouvement syndical, qui a quand même une forte connotation politique, et est à ce moment-là, évidemment, vent debout contre Thomas Sankara, et Thomas Sankara a un discours d'une rare violence par rapport aux grévistes instituteurs. Oui. Et bon, ça, c'est quelque chose de choquant quand vous luttez pour les libertés démocratiques. Absolument. Alors, je n'en dirai pas plus, mais c'est comme ça. Quand Laurent Gbagbo, lui, rentre en 88, oui. C'est Compaoré. Et tout au long des années 90, il y a eu un soutien discret, notamment au niveau des circulations des journaux, également les questions d'imprimerie et tout ça, et qui font que Compaoré s'autorise à dire, toi, Guy, tu sais que je suis un ami de Laurent, parce que oui, je dois le dire, oui, je sais à peu près tout ce qui... Enfin, je ne sais pas tout, évidemment, mais je sais beaucoup de choses qui se sont fabriquées, effectivement. C'est passé, et d'ailleurs, quand Laurent Gbagbo va au FESPACO en 1995, il est extrêmement populaire en Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens, on est dans la même voiture, on ne peut pas ouvrir les portières tellement il y a une pression, les gens empêchent de sortir, ils veulent voir Gbagbo, etc. Quand vous voyez après comment ça a évolué, ça vous donne une idée. Et en 98, même des gens comme Laurent Gbagbo ou Mamadou Issoufou, Niger, ont forcément des contacts avec le Burkina, Blaise Compaoré, et ils assistent
à son investiture en 98, à laquelle moi-même j'étais invité, mais d'une drôle de façon, parce que c'est Salif Diallo qui était un petit peu très très proche de Blaise Compaoré, qui m'a dit Guy, on t'invite si tu viens. Sous-entendu. Et moi, finalement, j'ai décliné parce que c'est à ce moment-là que Norbert Zongo a été assassiné, le journaliste, ouais. et je ne pouvais pas être 8 jours après à l'investiture de Blaise Compaoré, sachant que des proches de Blaise avaient évidemment trempé dans cet assassinat. Et notamment son jeune frère Oui, François Compaoré. François, Ouais. dont on connaît les aventures judiciaires en France. Et qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, bref. Mais revenons, vous avez dit, enfin, tu as dit tout à l'heure que en 82, Laurent Gbagbo n'était pas favorable pour des coups d'État. Oui, oui. Je pense que c'est quelque chose, peut-être, je ne sais pas s'il a changé maintenant, mais je pense que c'est quelque chose qui était constant. Mais par contre, Chirac lui reprochait d'être un peu trempé dans le coup d'État de 99. Est-ce que Chirac avait tort ou il avait raison? Ah, dans le coup d'État, je ne sais pas si... 99. En 99, Ouais. je ne sais pas s'il a vraiment trempé. En tout cas, il y a eu un affrontement au sommet de l'État français où Chirac voulait absolument une intervention pour réimposer Bédier. Et Jospin, enfin, moi, je ne peux pas dire que j'étais un acteur, mais enfin, Jocelyn, qui était ministre de la coopération, m'a appelé, hein, ça se passe autour de la Noël. Alors, Jospin, à ce moment-là, est en Égypte. Moi, je suis à côté de Bayonne et Jocelyn est en Bretagne ou à Paris, je ne sais plus où il est exactement. Et il me dit, toi, comment tu vois? Et bon, moi, je suis délégué national, donc j'ai à avoir, on me consulte sur mon opinion. Je dis, il faut surtout pas rétablir Bédier. Et Jocelyn me dit, ah Guy, ça me fait plaisir que ce soit toi qui le dises, Ouais. parce que moi, c'est exactement ce que j'ai l'intention de dire à Lionel, à Jospin. Et Jospin a eu vraiment un affrontement avec Chirac. Et là, c'est une anecdote une fois de plus, mais j'ai reçu une carte de vœux de Lionel Jospin en 2000. Et je pourrais même, je pourrais vous la montrer, je sais dans quel tiroir il est, mais bon, vous m'excuserez. On verra off. Il me met la formule des vœux, et puis il ajoute, ça n'a pas été facile, au point d'exclamation, Lionel Jospin. Bon, il n'y a que moi qui peux comprendre que ça n'a pas été facile. Ouais. C'était son affrontement avec Chirac. Donc Chirac, lui, non, on ne peut pas dire qu'il est trempé dans le coup d'État, mais sa réaction, c'est il faut réimposer Bédier. Parce que Chirac, finalement, dans le rapport avec la Côte d'Ivoire, il est profondément... marqué par Houphouët-Boigny. Houphouët. Ouais. C'est Houphouët. Et d'ailleurs, bon, là, on va refaire toute l'histoire de l'exil de Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo a été contacté par les services secrets français qui ont voulu vérifier, parce que Chirac, son premier voyage à l'étranger qu'il a fait en tant que Premier ministre, ça a été en Côte d'Ivoire. Pendant la cohabitation. Oui, et il a été rencontré Houphouët-Boigny. Et après, moi, j'ai été témoin, puisque Laurent ne pouvait pas aller rencontrer les services tout seul. On ne sait jamais ce qui se passe. Ouais. Et on a rencontré des représentants de... C'est d'ailleurs, je peux même vous dire son nom, c'était M. Sabatier, qui était dans les services, et qui a dit, Houphouët-Boigny, enfin, Pasqua et Pandro, qui étaient ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, voulaient vérifier si réellement Laurent Gbagbo avait engagé des contacts avec Houphouët, parce que ce serait Houphouët à laisser supposer à Chirac. Et la conclusion de cette rencontre, qui a eu lieu d'ailleurs dans un bar qui n'existe plus, qui est le Rosès, qui était à la place d'Italie, là où il y a le centre commercial, ça a été M. Sabatier qui a dit « Vraiment, M. Gbagbo, nous vous remercions très sincèrement parce que nous comprenons la situation et nous ne voulons pas d'une deuxième affaire Ben Barka. » Par rapport au Marocain Ben Barka, leader de ce qu'était à l'époque le mouvement l'intercontinental. Et effectivement, vous savez qu'il a été piégé, qu'il a été enlevé. Et effectivement, les gens des services disaient, mais les autorités ivoiriennes sont prêtes à vous offrir un retour en première classe UTA, etc. Ce qui n'a pas été le cas.
Non, parce que lui, il leur a dit, moi, je suis ici pour le multipartisme, je me bats là. D'ailleurs, j'ai produit le livre pour une alternative démocratique, qui est d'ailleurs le titre d'un des chapitres de mon livre. Oui. Et non, aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, à l'époque, quand Jeune Afrique a voulu insidieusement dire que Laurent Gbagbo avait des contacts, etc., Laurent Gbagbo a déposé plainte. Et vous savez que c'est très dur en France d'emporter des choses sur diffamation, etc. Mais Jeune Afrique, à l'époque, en 86, a été condamné aux francs de dommages et intérêts Ah oui. et à l'obligation de publier le jugement dans plusieurs... Ah, vous voyez, bon, ça, c'est Oui, c'est plus que des anecdotes, Ouais, parce oui. que ça vous montre bien quel a été aussi le cheminement de cette lutte. Et souvent... C'est pourquoi d'ailleurs, pour me permettre, j'ai dit aux Ivoiriens, il faut lire le livre. Il faut lire ce livre-là parce que Ah, mais celui-là, ils ont du mal parce qu'il est il épuisé. est épuisé. Mais peut-être sur Amazon, ils auront Oui, d'occasion. mais il faut lire ça parce que c'est le regard d'un homme honnête. C'est-à-dire, quand je dis honnête, c'est au sens de Montaigne. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Montaigne. Euh, En fait, c'est un peu comme aussi ceux qui connaissent pas Montaigne, mais qui connaissent le philosophe persan Saadi. En fait, Saadi, c'est un écrivain persan. C'est pour moi les deux écrivains, Montaigne et Saadi, les plus honnêtes que j'ai lus, en fait. Même Balzac, dont je suis un admirateur, n'est pas aussi honnête comme ça. Il exagère souvent. Guy Laberty n'exagère pas dans ses textes. En fait, c'est un regard qu'il promène comme ça. C'est pour ça qu'on sort et on apprend beaucoup. Mais on n'apprend pas seulement en tant que par rapport aux événements, mais on apprend sur la psychologie des gens. Derrière les événements qu'il a racontés, c'est tout ce qu'on apprend sur la psychologie des gens. Mais c'est pour ça que je voudrais faire un feedback. Oui. D'accord. On va revenir au personnage de Blaise Compaoré parce que dans la crise ivoirienne, c'est un personnage clé. Et quand vous le rencontrez ou quand tu le rencontres en 2000, Oui. et Ah oui, j'ai oublié ce film. non, mais je vais revenir là-dessus parce que Oui. c'est très intéressant. Il te fait une confidence. Donc, on va retourner en 1982. Après le coup d'État de novembre 82 au Burkina Faso, ils vont porter au pouvoir un certain commandant qui s'appelle Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est toi-même qui le raconte. Oui. Et ensuite, ils vont solliciter un personnage qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Alassane Ouattara, pour Oui. être ministre des Finances Oui, ça, de la Haute-Volta. quand il y a eu ça s'appelait le coup d'État du CSP1. CSP, ok. Et donc, ils ont recherché un ministre des Finances. Et effectivement, Ouattara a été consulté pour être ministre des Finances. Il a dit, lui, qu'il ne voulait pas faire de politique. Et Mais comment on passe d'un possible ministre des Finances de la Haute-Volta ah oui, mais à un premier ministre de Côte d'Ivoire? C'est deux pays différents. C'est tout le problème. Si vous voulez, moi, il ne fait pas de doute que, de toute façon, Alassane Ouattara a eu la nationalité voltaïque, puisque Oui. j'ai moi-même connu très bien Arba Diallo, qui était un leader du PAI de Haute-Volta. Arba a été très proche d'Alassane Ouattara. Ils sont partis tous deux aux États-Unis avec des bourses voltaïques. Alors bon, d'accord. Après, c'est pas moi qui l'invente, mais tous les postes que Ouattara a eu dans les instances panafricaines comme à la BCAO, etc., au départ, c'est au titre de la Haute-Volta. Et si j'ose dire, la pirouette se fait quand il va être à la tête de la BCAO. Parce que c'était un poste qui revenait traditionnellement à un Ivoirien. Voilà. Donc là, bon, maintenant, je laisse là le débat. Pour moi, il ne fait aucun doute que ça s'est passé comme ça. Maintenant, donc quand Blaise contacte Ouattara, il le contacte comme un compatriote. Ah, mais ça, oui. Bon, enfin, Blaise ne pourra pas vous répondre sur l'état dans lequel il est, hélas. Mais je pense que, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a... Mais à l'époque, ça n'a pas l'acuité que cela a eu, évidemment, plus tard, sur la Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez, moi, je pense que la logique, enfin, ce qui est ma logique propre, et d'ailleurs, je pense peut-être, enfin, je ne veux pas penser pour Laurent Gbagbo, mais c'est que j'ai senti, en tout cas chez Laurent Gbagbo, le fait que on ne peut pas diriger un État. Enfin, diriger un État, ça veut dire quelque chose quand même. Quand on a représenté par son passé un autre État que celui-là dans des instances internationales de premier ordre. Absolument. Je pense que c'est ça la logique. Bon, je ne trouve pas en plus. C'est pas. Chacun fera son jugement, chacun fera sa religion. C'est pas mon travail. Mais moi qui suis justement
qui me réclament universaliste, je ne vais pas aller m'enfoncer Des histoires dans de des domaine. débats un petit peu oiseux. Mm. En tout cas, moi, j'essaye de raisonner à partir des logiques et je suis d'accord avec l'idée que c'est un peu complexe d'avoir représenté officiellement un pays dans une instance internationale extrêmement importante et après prétendre en diriger un autre. C'est un petit peu comme si le Premier ministre, si Oscar Lafontaine, qui a été un leader politique allemand, avait voulu être président de la France. Je crois que les Français ne l'auraient jamais accepté. Accepté, ouais. Bon, c'est tout, je m'en tiens là, Ouais, mais ouais. tout le monde aura compris. Ouais. On va rester toujours sur le personnage de Blaise Compaoré parce que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. On va revenir maintenant sur le coup d'État au Moi, je Burkina Faso. préférais parler de Sankara, Oui, d'ailleurs. voilà, j'en viens à ça. Le coup d'État contre Sankara, vous avez rencontré Blaise Compaoré après le coup d'État contre Sankara. Oui, Vous mais le racontez d'ailleurs. d'abord, oui, mais moi, je veux quand même d'abord rendre hommage à Sankara, hein, parce que moi, j'ai connu Sankara avant de connaître Blaise. Mm. Pas de beaucoup, hein, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je précise qu'il y a un très beau chapitre sur Sankara ici. Oui. J'ai dit à tout le monde, il y a un très 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 beau chapitre sur Sankara ici, notamment comment Guy Labetti raconte simplement comment Sankara était avant-gardiste, notamment sur le plan de l'écologie. Quand même dans un moment où on ne parlait pas encore d'écologie, De droits des femmes. du droit des femmes aussi. Voilà, donc je te laisse continuer. Oui, moi, bon, Sankara, Thomas Sankara, c'est bon, ses fulgurances sont extraordinaires quand on vit ça en 84. Et je mets pas du tout en cause sa volonté transformatrice, aussi avoir une économie endogène, etc. Je me souviens une fois, bon, parfois il était un peu excessif, mais j'ai une anecdote. Sankara me dit, je ne sais pas si j'ai écrit ça, mais il me dit, tu vois, Guy, il me tarde que des femmes, les femmes du pays cassent des assiettes fabriquées ailleurs parce qu'on aura fabriqué des assiettes dans notre pays. Ah Ça ouais, paraît, mais c'est bon, évidemment c'est une anecdote un petit peu comme ça rudimentaire, mais enfin une volonté de consommer local, etc. Enfin, qui sont quand même des idées aujourd'hui qui sont quand même pour le moins à la mode. À la mode, Maintenant, et c'est là effectivement ma différence, et même si j'ai des liens très affectifs, amicaux avec des gens qui ont embrassé la carrière militaire, je leur ai toujours dit que pour moi, un militaire, c'est un militaire. Et que je considère que c'est des civils, des politiques qui doivent diriger l'État et que les armées sont toujours au service de, quelles que soient les erreurs que peuvent faire les politiques. Et je n'ai jamais considéré que l'armée pouvait être, alors ça, bon, on peut contester ce que certains appelleront comme un préjugé, mais en tout cas, ça reste ma ligne de conduite, et je dirais que c'est particulièrement à travers ce que j'ai vécu avec Sankara, parce qu'il y a eu une dérive. Je ne peux pas le nier, puisque moi-même, j'ai écrit un article sur les sans-fleurs fanées du Burkina Faso. Et alors là, Thomas Sankara m'a téléphoné quand il a découvert cet article, et il me dit... je crois une plaisanterie, mon frère me dit c'est la présidence du Faso. Bon, il me téléphone, en plus je suis à Bordeaux, et j'y vais, et puis ici c'est Thomas, mais dis donc Guy Laberty, tu écris n'importe quoi, il faut venir t'informer. Et donc je suis allé me faire rééduquer par d'ailleurs Arsène Yé, qui était un médecin militaire, et un très jeune qui est devenu après le bâtonnier maître Mamadou Traoré. Évidemment, je l'ai connu, il avait 26 ans. Aujourd'hui, il en a évidemment beaucoup plus, puisqu'on s'est connu en 86 et qu'on est quasiment 40 ans plus tard. On est extrêmement liés, fraternellement liés. C'était pareil avec Arsène, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. Après, j'ai bien vu il y a une dérive personnelle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Sankara a essayé d'être l'arbitre. Il était remarquable, hein. Il savait nager entre toutes les eaux. Et bon, je ne dirais pas qu'il était manipulateur, mais enfin, il était le deus ex machina de beaucoup de conflits. Absolument. Jusqu'au jour où il y en a qui ont dit, bon, il commence quand même à exagérer un petit peu au niveau de son pouvoir personnel. Et j'ai senti...
effectivement, dès 87, des gens me l'ont manifesté ouvertement, y compris Blaise Compaoré, en août 87. Donc, en fait, En août 87, c'est-à-dire quelques mois avant l'assassinat. L'assassinat de Sankara, oui. Et d'ailleurs, oui, je crois que c'est dans ce livre. Ouais, d'ailleurs, je dis que je rencontre Thomas Sankara qui me dit Guy, tu as vu Blaise et il t'a dit ceci, cela. Et moi, je suis tétanisé parce qu'effectivement, c'est ce que Blaise m'a dit. Et je me dis, bah, ils doivent s'écouter, je ne sais pas comment, mais j'ai menti à Sankara. Je lui ai dit non, il m'a parlé de l'union des révolutionnaires, ce qui était absolument faux. Et j'ai dit, bon, ben là, ça. Et Sankara lui-même m'a dit, quand on s'est séparés, Guy, tu sais, ça va très mal. Il pressentait un coup tordu contre lui, en fait? Bah, enfin, moi, je veux pas jouer les égalités, mais bon, chacun savait, quand vous êtes militaire, à un moment donné, ça se finit à la Kalachnikov. Hein. Ouais. Alors, disons qu'en l'occurrence, en plus, Blaise, il avait tout le souffle de la Côte d'Ivoire et du monde occidental. Ah ouais. Bah, oui, c'est évident que, bon, et Blaise, en plus, bon, il a vu ce mariage avec... une famille ivoirienne. Oui, enfin, qui est multi-citoyenne. Mais bon, c'est sûr que Sankara, quand Mitterrand est passé, il a dit Thomas Sankara, vous tranchez, mais vous tranchez trop. Ouais. Houphouët, bon, les rapports étaient exécrables avec Houphouët. Et bon, quand vous êtes l'intime de Sankara et que vous vous mariez à une Ivoirienne, etc., vous jouez un petit peu le passage. Voilà. Alors après, bah oui, il y a des formes de complicité. C'est sûr qu'après, les rapports avec la Côte d'Ivoire ont sensiblement évolué. Voilà. Mais toujours au service de quelques-uns. Parce que vous avez vu quand même que quand ça a été Laurent Gbagbo, même l'ami de l'opposition est devenu le premier adversaire. Ouais. Et vous savez, c'était je me permets de le dire parce que, en fait, l'attitude de Blaise Compaoré par rapport notamment à la Côte d'Ivoire et au Niger n'a jamais été gratuite. Parce que lui se voyait comme celui qui allait dominer l'Afrique de l'Ouest. Et il avait vu en Gbagbo et Mamadou Issoufou au Niger des amis qui pouvaient après être des alliés au sein des différentes institutions panafricaines. Et je peux dire que dès que Laurent Gbagbo a été président de Côte d'Ivoire, son premier ennemi est devenu Blaise Compaoré. On sait d'où vient le coup d'État qui a eu lieu dès janvier 2001. Oui. Et Mamadou Issoufou, quand Blaise Compaoré découvre qu'il ne va pas être sa marionnette, il devient plus que désagréable. Ah, d'accord. Et ça, il faut que les gens voient ça. D'accord. Et il est devenu un obstacle pour aussi bien il est devenu un adversaire frontal de Laurent Gbagbo et si vous voulez celui qui a quand même un peu incarné le renversement de Compaoré, à savoir Salif Diallo, plus que Roch Kaboré, parce que c'est Salif Diallo qui a été président de l'Assemblée nationale, oui. Et Roch Kaboré qui a été président. Mais enfin, moi, j'ai retrouvé Salif Diallo plutôt au Niger, quand on s'est un peu réconcilié, parce qu'on a eu des rapports très compliqués, y compris d'ailleurs à travers Laurent Gbagbo, parce que Salif Diallo, qui était au service de Blaise Compaoré, m'avait dit on ne peut pas supporter la position de Laurent Gbagbo sur le Libéria. Nous, on soutient Taylor et Laurent, il ne veut absolument pas du tout le soutenir. Et Laurent Gbagbo me disait, écoute, soutenir Taylor, c'est soutenir la politique d'Houphouët. Ouais. Voilà. Donc, c'est très complexe. Et au cours de votre vie, vous pouvez vous trouver en alliance ou en opposition frontale avec les mêmes gens. Mêmes gens, oui. Et dans ce cadre-là, il faut vraiment garder ses fondamentaux. Oui. Il faut garder ses fondamentaux, prendre un peu de hauteur et voir. Et je pense que vous voyez comment l'histoire est cruelle, parce que quand Laurent Gbagbo devient président,
quand se forment les mouvements de rébellion, ça vient du Burkina et ça vient aussi du Libéria. Châté, là. Chacun est en train de régler ses comptes Alors, avec celui qui n'a pas assez tôt soutenu, voilà, et il n'a pas soutenu parce qu'effectivement, il avait des convictions qui faisaient que, politiquement, Taylor était insoutenable par rapport au projet politique qu'avait le Combat.